L'intelligence artificielle a soif dans Basta.media du 17 février 2025. En 2023, les centres de données et les bureaux de Google ont à eux seuls englouti 24 milliards de litres d'eau, dont la grande majorité utilisée par les data centers. C'est l'équivalent de la consommation d'eau annuelle d'environ 453 000 Français. Entre 2021 et 2022, Microsoft a accru de 34% la quantité d'eau utilisée pour ses activités et Google de 20%, soit des milliards de litres d'eau en grande partie potable prélevés en plus chaque année. GPT-3 aurait consommé 700 000 litres d'eau dans les centres de données de Microsoft basés aux États-Unis. Selon des estimations de chercheurs publiées par The Washington Post le 25 avril 2023, un grand centre de données comme ceux des GAFAM peut consommer entre 3,8 et 19 millions de litres d'eau par jour. Dans la commune The Dells, dans l'Oregon, Google s'accapare plus d'un quart de l'eau de la petite ville. Selon une étude menée par des chercheurs et chercheuses de l'université de Cornell, publiée le 6 avril 2023 aux États-Unis, la demande mondiale en IA devrait représenter 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau en 2027, soit plus que le prélèvement annuel total d'eau de 4 à 6 Danemark ou de la moitié du Royaume-Uni. Ville chinoise en péril dans SciencePost.fr du 22 février 2025. Selon une étude publiée dans la revue Science le 18 avril 2024, l'urbanisation rapide en Chine depuis une trentaine d'années a entraîné une pression accrue sur les ressources en eau, en énergie et en terres agricoles, ainsi que des problèmes de pollution atmosphérique et de dégradations environnementales. Du fait du poids des infrastructures des villes et de l'extraction massive des eaux souterraines, près de la moitié des grandes villes chinoises s'enfonceraient de plusieurs millimètres par an. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les villes côtières de l'Est de la Chine, telles que Pékin et Tianjin, où la combinaison de l'extraction des eaux souterraines et de l'élévation du niveau de la mer aggrave le problème. On imagine aisément les conséquences de l'affaissement, menaces pesant sur la stabilité des infrastructures urbaines telles que les bâtiments, les routes et les réseaux de transport, et augmentation du risque d'inondation dans les zones côtières vulnérables. 10,2 milliards pas plus dans sciencevie.com du 20 juillet 2024. Selon le département des affaires économiques et sociales du secrétariat des Nations Unies, dans sa 28e édition, de ses projections concernant la population mondiale, celle-ci va continuer à croître sur les 50 à 60 prochaines années. Au milieu des années 2080, elle atteindra près de 10,3 milliards. Mais elle entraînera une baisse progressive atteignant 10,2 milliards d'individus d'ici 2100, soit une baisse d'environ 700 millions de personnes. Le pic a déjà été atteint dans 63 pays, représentant 28% de la population mondiale. Il s'agit notamment de la Chine, de l'Allemagne, du Japon et de la Russie. Leur nombre d'habitants devrait diminuer de 14% d'ici 2054. Environ 50 autres pays devraient rejoindre ce groupe au cours des 30 prochaines années, dont le Brésil, l'Iran et le Vietnam. Dans les 126 pays restants, dont l'Inde, le Nigeria, les États-Unis, la France entre autres, la croissance démographique se poursuivra après 2054 et atteindra son maximum dans la seconde moitié du siècle au plus tard. Cette tendance a pour conséquence une baisse de la demande globale de nourriture, de logements, d'infrastructures et de services. De plus, une baisse de la natalité et une plus grande longévité conduiront inévitablement au vieillissement de la population mondiale. Selon les estimations, à la fin des années 2070, le nombre de personnes âgées de 65 ans atteindra 2,2 milliards. Elles seront alors plus nombreuses que les moins de 18 ans. D'ici 10 ans, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait dépasser le nombre de nourrissons âgés de moins d'1 an. En France, par exemple, plus de 20% de la population était âgée de 65 ans ou plus en 2024. La déraison agricole dans naturascience.com du 18 février 2025. Un rapport publié par l'association Terre de Liens le 17 février 2025 révèle qu'en principe, la France est largement autonome sur le plan agricole. Elle possède 28 millions d'hectares de terres cultivables qui représentent la plus grande surface agricole européenne. Ainsi, ce potentiel nourricier est de 130%. Elle peut nourrir 1,3 fois la population nationale. En principe donc, car en réalité, 44% des terres cultivables produisent des marchandises qui sont exportées vers d'autres pays en vertu de la trentaine d'accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Le comble est que la France doit importer 33% des produits qu'elle consomme. Ces importations mobilisent près de 10 millions d'hectares aux quatre coins du monde, une surface équivalente à la taille de l'Islande. De plus, les exportations de la production alimentaire française est en partie subventionnées et encouragées par la politique agricole commune. Si l'on exclut les vins et les spiritueux, la balance commerciale agricole de la France est déficitaire de plus de 8 milliards. Une hérésie compte tenu de la capacité agricole de la France. La conséquence de cette agriculture industrielle dédiée à l'exportation est qu'elle pousse les exploitations à se spécialiser. Le nombre de fermes n'ayant qu'un seul type de production agricole est passé de 19% des exploitations en 1990 à 35% aujourd'hui.
plus, l'agriculture française consomme chaque année 8,5 millions de tonnes d'engrais minéraux, ce qui la rend dépendante des ressources minières, du gaz, dont le prix volatile impacte directement l'agriculture, et des pays qui les produisent. Bref, la France est très loin d'être souveraine pour son alimentation, ce qui la rend fragile, très fragile, trop fragile. Adieu Camargue dans France-tvinfo.fr du 24 février 2025. Une étude publiée le 20 février 2025 dans la revue Nature révèle que les marais côtiers méditerranéens sont menacés de submersion. Pourquoi faut-il s'en inquiéter? Parce que ces marais abritent une biodiversité très riche, plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux d'eau, dont les emblématiques flamants roses, et puis parce que ces zones humides nous rendent beaucoup de services. Elles servent d'amortisseurs en absorbant les fortes précipitations ou les ondes de choc des tempêtes. Elles purifient l'eau en filtrant certaines pollutions, pesticides et métaux lourds. Enfin, ce sont des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles captent une partie du CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère. De la Camargue au delta du Nil, les marais côtiers sont grignotés par la mer. Si la Terre se réchauffe de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle, selon la projection intermédiaire du GIEC, les marais côtiers reculeraient de 70% au moins d'ici 2100 dans de nombreuses régions méditerranéennes. Les chercheurs prévoient même leur quasi-disparition en Algérie, Égypte et en France, dont la Camargue. En fait, les marais côtiers sont très vulnérables, victimes de ce qu'on appelle la compression côtière. En effet, ils sont coincés d'un côté par la mer qui avance et de l'autre par une impossibilité de s'étendre à cause du relief naturel, mais aussi des maisons, routes, digues, etc. Qui se soucie des marais côtiers méditerranéens? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.